Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour la conférence du mois de juillet, ou mois de juin plutôt, on est encore le 30 juin, j'ai pris un peu d'avance, concernant les fondamentaux de l'investissement. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kevin Robert, je suis gérant de mon cabinet en gestion de patrimoine sur Montpellier depuis 2020 et j'ai également fondé une société d'investissement immobilier clé en main qui s'appelle Estates pour immobilier en anglais, Estate Vision, où on accompagne nos investisseurs à investir dans l'immobilier de manière sécurisée, où on s'occupe de tout pour eux, de la recherche du bien à la gestion des travaux et à la gestion locative. L'idée aujourd'hui, c'est une première approche par rapport aux fondamentaux de l'investissement, parce que l'investissement, c'est un vaste monde. Également, la gestion de patrimoine, c'est quelque chose qui est méconnu. Seulement, vous le voyez très probablement autour de vous, on a énormément de bruit, on a énormément d'agitation, que ce soit d'un point de vue politique, macroéconomique, d'un point de vue médiatique. Et il y a ceux qui sont un peu YOLO, qui sont plutôt de la team, on verra bien, perdu pour perdu. Moi, je préfère cramer tout ce que j'ai et puis au moins j'ai profité, hein. C'est un peu la vision hédoniste de la chose. Et puis il y en a d'autres, dont je fais partie, qui ont plutôt une vision assez, comment dire, assez particulière de l'avenir, où on part du principe que l'investissement, c'est une forme de sécurité, c'est une forme de protection, que ce soit pour nous ou pour notre famille. Et donc, forcément, dès lors qu'on rentre dans ce monde de l'investissement et de la gestion de patrimoine, on peut être un petit peu perdu. Par contre, quand c'est bien fait, ça permet quand même d'aller beaucoup plus vite et d'atteindre ses objectifs. Donc l'idée aujourd'hui, c'est quoi? Je vais vous partager le sommaire. Hop, on sera ensemble environ 45 minutes. Donc le sommaire, c'est quoi? C'est quel est le projet? Qu'est-ce que l'éducation financière? C'est quoi le métier de CGP? C'est quoi le conseil en gestion de patrimoine? Parce que souvent, c'est méconnu. Là, récemment, on m'a demandé si j'étais dans la préservation des églises, parce que gestion de patrimoine, patrimoine, église. Donc non, ce n'est pas du tout ça. Qu'est-ce que c'est qu'une étude patrimoniale? Quels sont les quatre leviers d'enrichissement qu'on a à notre disposition en tant que particulier? Là, aujourd'hui, on s'adresse à des investisseurs plutôt particuliers, hein. Pour le professionnel, c'est un petit peu différent. Quelques mécaniques générales liées à l'investissement. C'est quoi la mécanique générale des intérêts composés? Comment est-ce qu'on calcule son impôt sur le revenu pour ceux qui sont imposés? Pourquoi est-ce que c'est important de s'endetter? Et enfin, en bonus, la présentation d'une mécanique premium. J'ai nommé le produit structuré qui prend une part de plus en plus importante dans une allocation d'actifs. Donc quand on investit son patrimoine financier, souvent on se demande où est-ce que je l'investis, comment et sur quel support. Le produit structuré, c'est un support très intéressant. Je vais vous le présenter de manière synthétique. L'idée n'est pas de vous faire un cours magistral, mais c'est que vous puissiez découvrir une mécanique premium qui est souvent réservée aux banques privées ou aux gestions de fortune. Alors, je vérifie, tout le monde est là. On y va. Alors, introduction, le contexte macroéconomique. L'idée, c'est quoi? C'est d'être dans un monde où on ne sait plus absolument où on va. L'arrivée au pouvoir de Trump a ébranlé l'ordre mondial, hein. L'ordre mondial, c'est un peu le cadre qu'il y a autour des différents pays. Avant, c'était les États-Unis. Maintenant, on voit deux pôles, hein, la Chine notamment avec les États-Unis. On a un ouragan Trump qui marque un début d'incertitude plus. Les Allemands, pour la première fois, sont en quasi-récession et vont à nouveau s'endetter. On a une gamification de l'investissement où tout le monde, en tant que particulier, peut investir. Pas forcément une bonne chose. Le secteur financier qui écrase les performances sectorielles en Europe, des taux d'intérêt qui sont remontés, une inflation qui est remontée, un mouvement naissant de réallocation, on parle de réindustrialisation, l'euro qui s'est apprécié face au dollar. Bref, il se passe énormément de choses, on a des tensions géopolitiques dans le monde, et ce qui fait que macroéconomiquement, au niveau mondial, c'est un petit peu compliqué. La croissance mondiale est en train de diminuer, hein. Chaque année qui passe, on a une croissance mondiale qui devient de plus en plus atone.
Et donc, bah, qu'est-ce qui se passe? Les pays se regardent un petit peu en chien de fusil. Et bah, nous, en termes d'investissement, bah, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger. Alors, il y a des solutions, il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Typiquement, ce qui se passe entre l'Iran et Israël, on ne maîtrise pas. Ce qui se passe entre l'Inde et le Pakistan, on ne maîtrise pas. Nous, ce qu'on voit, c'est l'inflation, hein. Quand on voit notre panier de courses qui augmente, bah forcément, ça se voit. Nous, ce qu'on voit, c'est quand les taux d'intérêt remontent, mais c'est à peu près tout. Sachez juste une chose, c'est lorsque l'inflation remonte, et bien forcément derrière les taux d'intérêt remontent parce que les taux d'intérêt qui augmentent fait que le coût de l'argent est plus cher et donc derrière c'est censé combattre l'inflation. Alors quelques stratégies juste, hop, par rapport, parce que là, on est sur les fondamentaux de l'investissement, bah, l'idée c'est de vous donner déjà des bribes de stratégie. Quand le monde va mal et quand on analyse la macro, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah, déjà investir dans les actions européennes, tout simplement parce qu'on a des plans de relance énormes en Europe. Investir sur les marchés émergents, tout simplement parce que le dollar devient plus faible, les prix de l'énergie diminuent, et donc le marché émergent devient plus intéressant. Et enfin, hop, je passe le secteur de la défense, même si personnellement j'ai un petit peu de mal, mais c'est vrai que le secteur de la défense redevient intéressant. Dans les fondamentaux de l'investissement, qu'est-ce qu'on entend? On entend investissement. Dans la gestion de patrimoine, qu'est-ce qu'on entend? On entend gestion de patrimoine. Tout dépend dans quelle sphère est-ce que vous vous situez. Lorsque je suis en création de patrimoine, donc lorsque je suis jeune, en règle générale, ce à quoi je m'intéresse, c'est comment est-ce que j'investis mon argent. Est-ce que je le fais via un PEA, via une assurance vie, via un PER? Qu'est-ce que je mets à l'intérieur? Et puis comment est-ce que je peux gonfler mon patrimoine? Quand je suis un petit peu plus avancé, 40, 45, 50 ans, on est plutôt dans une phase d'optimisation et de gestion de patrimoine. Et là, on a des leviers totalement différents qui rentrent en compte, notamment les leviers civils, les leviers euh, fiscaux, les leviers juridiques particuliers qui font qu'on a des manettes différentes. Le projet d'éducation financière, qu'est-ce que c'est? Hop, je mets un plus grand. Bah, l'idée, c'est quoi? C'est de se créer plus d'actifs que de passifs. À l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est qu'on est dans une société de consommation et donc, comptablement, je gagne de l'argent, je le dépense, j'ai un train de vie, je nourris mon train de vie et plus mon train de vie augmente, plus je dépense et plus je suis un peu dans la roue du hamster. L'idée, c'est quoi? C'est de se construire son patrimoine, se construire des actifs financiers qui, un jour, à terme, pourront payer mon train de vie. Hein. C'est une manière vraiment différente de voir les choses. Je gagne X milliers d'euros. Sur ces X milliers d'euros, j'en prends une partie que j'investis. Hein. C'est un peu comme l'agriculteur qui a son champ de blé, bah, il va prendre une partie de sa moisson pour l'année prochaine pour pouvoir la ressemer. L'investissement, c'est exactement la même chose. Et donc, si je me crée de l'actif, je deviens indépendant financièrement parce que je peux mener à bien mes projets. Tandis que si je n'ai pas cette manière de voir les choses, eh bien, je suis dépendant financièrement, notamment de produits, des vacances, une belle voiture, une belle maison, tout ce qui nourrit mon train de vie, même si c'est confortable, ça s'appelle du passif. Et comptablement, c'est perdu à tout jamais. Donc, l'idée de l'investissement, l'idée de la construction patrimoniale, c'est de vous accompagner à se construire de l'actif parce que derrière, sur du long terme, et souvent c'est dur au niveau de la projection, parce qu'on se dit, ouais, mais j'en bénéficie pas de suite. Oui, mais c'est pour plus tard, je construis mon indépendance financière pour être mieux après. Et vu qu'on est dans une société où on consomme de suite, bah, il est vrai que tout le monde n'a pas cette manière de penser, mais en tout cas, j'espère que vous n'en faites pas partie. Le métier de CGP, qu'est-ce que c'est? Très succinctement, on est contrôlé par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. On doit être enregistré à l'ORIAS, donc c'est le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance. Donc si vous tapez Kevin Robert, vous trouvez mon nom. On est assuré, donc on a une responsabilité civile professionnelle en cas de litige financier. Et on doit être habilité, donc on a un certain nombre d'habilitations. À titre personnel, j'ai un parcours BTS Banque, licence banque et master en gestion de patrimoine que j'ai fait auprès de Juris Campus. Qu'est-ce qu'une étude patrimoniale et quels sont les leviers d'enrichissement? Parce que là, vous êtes venu
donc vous êtes inscrit à une conférence sur les fondamentaux de l'investissement, ben on va voir qu'est-ce qu'un levier d'enrichissement et qu'est-ce que vous pouvez faire à titre personnel. Bah déjà, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est analyser ou faire analyser votre patrimoine. Donc, c'est ce qu'on appelle la prise de connaissance. La prise de connaissance, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est regarder comment est constitué votre stock et comment est-ce qu'on peut augmenter ce stock via le flux. Le flux, c'est ce que vous pouvez mettre de côté. Donc un flux, c'est je gagne X, je dépense Y et j'ai Z de flux. Je gagne 3 000 euros, je dépense 2 000 euros, j'ai donc un flux mensuel de 1 000 euros qui va alimenter mon stock. Mon stock, c'est ma pyramide du patrimoine qui va du court terme au plus long terme. Le court terme, c'est ce qui est disponible et sécurisé. Par exemple, un livret A, c'est considéré comme court-termiste, qu'on appelle les liquidités. Et je monte vers des actifs qui sont de plus en plus long-termistes. Par exemple, les actions, c'est considéré comme un investissement long terme. L'immobilier locatif également, c'est quelque chose qu'on détient sur la durée. C'est plus rentable, mais en général, il y a un peu plus de frais. Par exemple, sur l'immobilier locatif, on a les droits de mutation. Droits de mutation, quand vous mettez tout bout à bout, on arrive quasiment à 10%. Donc il vaut mieux le garder sur le long terme pour que ça soit rentable. Les actions, on a quand même un petit peu moins de frais, pour ceux qui sont plutôt la team bourse. Ensuite, une fois qu'on a fait la prise de connaissance, donc ça, on est toujours dans l'étude patrimoniale, que ce soit un professionnel ou vous à titre personnel, on analyse le patrimoine, la constitution de la pyramide, on analyse comment est morcelée, comment est constituée votre famille, quels sont justement vos différents objectifs, donc quelle est votre situation actuelle, qui peut être simple, voire très complexe, eh bien, on préconise des solutions. La préconisation, c'est quoi? C'est mettre en face de moyens, ou plutôt mettre en face d'objectifs, des moyens. Donc en fonction de vos objectifs, il va y avoir des moyens à déployer. Imaginons que j'ai un objectif de préparation de la retraite, et ben je vais mettre en place des moyens particuliers. Imaginons que je souhaite transmettre mon patrimoine. J'ai 2 enfants, j'ai 50 ans, j'ai un petit peu regardé rapidement quels étaient les droits de mutation lors d'une succession, j'ai compris qu'il fallait que j'anticipe la transmission. Et bien, quels sont mes moyens à ma disposition? Je suis chef d'entreprise, je cherche justement à développer le patrimoine de cette entreprise, je cherche peut-être à fidéliser mes collaborateurs via un système de rémunération différent. Bah, c'est mon objectif, bah, j'ai peut-être des moyens que je peux utiliser. Et donc, l'étape 2 d'une étude patrimoniale, c'est ce qu'on appelle la préconisation de solutions, la stratégie d'investissement. Ensuite vient la mise en place, en fonction justement de la solution retenue. Imaginons qu'on fasse ensemble un projet clé en main sur Montpellier. Eh bien, il y a un certain nombre de professionnels qui interviennent, que ce soit le courtier, l'assureur, le notaire, la gestion locative. Eh bien, on a un rôle justement de chef d'orchestre pour que tout se passe bien. Et enfin, quatrième étape, le suivi de situation. C'est là où démarre réellement la relation, car c'est une relation de qualité et de confiance qui se développe dans le temps, qui amène de la recommandation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une étude patrimoniale. J'ai passé rapidement, c'est un peu plus complexe en l'espèce, mais vous avez déjà une vision de la chose, parce que lorsque je parle fondamentaux de l'investissement, euh, eh bien, souvent, est nécessaire une étude patrimoniale, tout simplement parce que euh, le fait d'avoir tous les éléments permet de savoir comment est-ce qu'on déploie les choses. Quelques partenaires avec qui je travaille, donc un CGP, un conseiller en gestion de patrimoine, est soit indépendant, soit non indépendant. La plupart sont non indépendants, mais il y a des modèles hybrides comme le mien où on est dit indépendant, mais dépendant également. C'est-à-dire que je travaille, je sélectionne les partenaires avec qui je travaille, mais ces partenaires nous rétrocèdent, ce qu'on appelle, nous font des rétrocommissions. Donc je travaille avec qui je veux, mais les partenaires nous font des rétrocessions. Et souvent, il y a un grand débat sur qui est indépendant, qui est dépendant. Ça dépend. Il y a également des modèles hybrides comme le nôtre où on peut être les deux. Donc, c'est-à-dire pour les cas de figure assez simples, on va avoir ce qu'on appelle des rétrocessions. Et pour des cas de figure un peu plus compliqués, on va faire ce qu'on appelle des honoraires de conseil, mais on s'adapte véritablement au client. Donc, je reprends. Je souhaite développer mon patrimoine ou je souhaite l'optimiser.
Donc, soit effectivement, j'achète des bouquins, je regarde des vidéos et puis bah, là, je mets en place certaines solutions, soit je passe par un professionnel qui, lui, va prendre connaissance de la situation, va analyser. Ce professionnel-là, donc moi-même, va préconiser des solutions, donc mettre en place une stratégie d'investissement, puis vient la mise en place et enfin le suivi. Et c'est dans le suivi que démarre réellement la relation. Maintenant qu'on a vu les quatre leviers d'enrichissement, je vais peut-être y revenir sur ces quatre leviers parce que je ne me suis pas assez attelé. Les quatre leviers d'enrichissement, qu'est-ce que c'est? On les a tous à notre disposition. Le premier et le plus simple, c'est le flux. Tout le monde, enfin tout le monde, dès lors que j'ai un travail et dès lors que j'ai une gestion financière saine, en règle générale, je peux mettre quelques centaines d'euros de côté. Donc c'est ce qu'on appelle le flux. Donc le flux, c'est, vous avez déjà entendu parler du DCA, du versement programmé. Je peux mettre une petite somme tous les mois sur un support d'investissement. On va dire c'est le step 1. Le deuxième levier d'enrichissement, c'est le stock. J'ai une somme d'argent disponible sur les comptes, compte courant, livret A, compte à terme. Cette somme dort, l'inflation gratte mon pouvoir d'achat. Hein, on l'a peut-être pas vu avant. Regardez, je vais vous... Hop, si je mets lire, ça fonctionne. L'inflation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'inflation, en 2020, j'avais eu 0,5% d'inflation. En 2022, j'en avais eu 5,2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon pouvoir d'achat diminue. En 2020, ma baguette valait 88 centimes. En 2022, ma baguette en valait 93. J'ai donc, avec 100 euros dans ma poche, un panier qui est plus faible. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'érosion monétaire invisible. J'ai toujours la même somme sur mon compte en banque. Par contre, derrière, mon pouvoir d'achat diminue. Et plus on attend, plus ces 100 euros font que j'achète moins. Et c'est pour ça qu'on dit investissez, parce que l'investissement qui est produit garde la valeur. Si j'achète des actions d'entreprises solides, cette entreprise est censée se valoriser dans le temps et donc je garde mon pouvoir d'achat. Idem pour l'immobilier. Donc, pour en revenir sur les leviers d'enrichissement, j'ai le flux, j'ai le stock. Donc, j'ai une somme d'argent sur mon compte. Comment est-ce que je peux mieux la valoriser et peut-être mieux la ventiler pour répondre à mes objectifs? Le troisième levier, ça va être le crédit. Oui, s'endetter, ça fait gagner beaucoup de temps. N'en déplaise à nos chers aïeux, si je devais attendre pour avoir 200 000 euros sur mon compte en banque en partant de zéro, ça nécessite quand même quelques années, même si j'ai des revenus conséquents. Donc la banque me fait gagner du temps et me prête de l'argent qui est investi immédiatement, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier, et tout ou partie du crédit est remboursé par le locataire. Donc forcément, j'ai un enrichissement patrimonial qui est bien plus rapide. Comment est-ce qu'on regarde le rendement d'un crédit, ce qu'on appelle le TRI, le taux de rendement interne, et je vous assure que il faut se lever quand même, il faut faire mal les choses pour qu'un investissement à crédit soit peu intéressant. Ou c'est vraiment que l'opération a été mal choisie, mais lorsque je m'endette, en règle générale, patrimonialement, c'est toujours très intéressant. Et enfin, le quatrième levier, c'est la fiscalité dans une moindre mesure. Je paye des impôts, il y a certaines manières pour réduire cet impôt. Attention, il y a beaucoup de feux de Bengale en France, il y a beaucoup de niches qui sont, à mes yeux, inutiles et peu performantes. Il faut être très vigilant. Certaines niches, et j'en ai trois que j'utilise régulièrement, certaines niches sont très intéressantes. On va retrouver le PER, le plan épargne retraite, le dispositif de Normandie et la loi Girardin industrielle. Si vous voulez, vous pouvez faire quelques recherches. Ce sont mes trois privilégiés. Donc, quatre leviers d'enrichissement qu'on a pour la plupart à notre disposition. Flux, stock, crédit et fiscalité. Et si on travaille de manière réfléchie et de manière stratégique sur ces quatre leviers, on arrive, en règle générale, à atteindre ces objectifs. S'il y a des questions, vous pouvez me les mettre dans le chat et je les traiterai juste après. Alors, mécanique générale. Quelques mécaniques générales, parce que quand on est CGP, conseiller en gestion de patrimoine, bah souvent on reprend les bases. Alors là, ce sont les bases de base. Désolé pour ceux qui connaissent très bien ce que je vais présenter, mais l'éducation financière va de pair avec la pédagogie. Plus on monte dans les préconisations et dans le niveau justement de stratégie, bah, plus derrière ça nécessite de la pédagogie. Pédagogie sur l'impôt sur le revenu. Alors l'impôt sur le revenu, qu'est-ce que c'est? Vous gagnez de l'argent, en règle générale, on est fiscalisé.
Et donc, si je suis fiscalisé, c'est de l'argent qui part à l'État. L'idée, c'est de comprendre comment ça fonctionne. J'ai pris l'exemple de Martin et Justine qui sont mariés, qui déclarent 74 000 euros, donc qui ont deux parts fiscales. Et bien, en France, j'ai un système progressif. Plus je gagne, plus je peux être dans une tranche importante. Ici, on est dans la troisième tranche, dans la T3. Alors désolé, je n'ai pas mis à jour les chiffres. Je me note de les faire pour la prochaine conférence. On a un petit peu augmenté depuis. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend 74 000. Hop, je l'ai mis où? Voilà, 74 000. On applique un abattement de 10%. Hein, c'est la règle commune. Le résultat, on le divise par le nombre de parts, ce qui nous donne la fraction imposable. Et ensuite, on regarde au niveau du tableau, qu'est-ce que ça donne. Donc, sur les 10 000 premiers euros, je suis à 0%. Sur les 16 700 euros, je suis à 11%. Donc, je fais 27 moins 10 000. Et enfin, sur ce qui dépasse, ce qui dépasse à 30%, je suis à 1656, ce qui me donne un impôt de 3 493 euros pour ce couple que je remultiplie par deux. Donc je divise abattement, je divise par deux, j'applique le barème progressif et je remultiplie par deux. Pourquoi je parle de l'impôt? Parce que dans les fondamentaux de l'investissement, on souhaite investir, mais souvent on ne sait même pas comment est calculé l'impôt. Hein, j'ai pas mal d'investisseurs néophytes qui viennent me voir et qui ne savent pas comment calculer l'impôt. Or, avant de réfléchir à comment est-ce que je peux faire travailler mon argent, peut-être l'idée c'est de savoir comment est-ce que l'État se sert et comment est-ce que tout le système dans son ensemble fonctionne. Ça demande peut-être un peu quelques migraines passagères, si je puis dire, surtout quand on n'est pas dans le milieu. Mais le fait de bien comprendre tout ça, ça permet de prendre des décisions beaucoup plus libres et éclairées. Ça, c'est la deuxième mécanique que tout le monde devrait connaître, comprendre, savoir et transmettre à ses enfants. C'est ce qu'on appelle la mécanique des intérêts composés. Martin, 20 ans, souhaite préparer sa retraite et place 100 euros par mois pendant 45 ans. Quel est le résultat en fonction de trois scénarios de placement? Le classique, s'il ne place pas cet argent, il a 54 000 euros. S'il place cet argent à 5%, il a presque 200 000 euros. Et s'il place cet argent à 10%, donc imaginons qu'il est placé sur le S&P 500 depuis 45 ans, c'est 100 euros par mois, il serait presque millionnaire. Ça reste théorique, ça reste un schéma. Effectivement, hein, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Maintenant, ça donne déjà un ordre d'idée. Si je n'investis pas, je suis sûr de rester au plancher. Si j'investis, j'ai quand même beaucoup plus de possibilités d'arriver à des objectifs financiers plus intéressants. Par contre, et c'est là où on voit que le temps est très important, plus j'attends, plus la somme nécessaire pour atteindre le même résultat devient importante. Et à 50 ans, et 50 ans, c'est souvent le moment où on se réveille, où on voit la retraite arriver, où on se dit, oh punaise, il faut que je fasse quelque chose. À 50 ans, c'est 2 260 euros tous les mois pour atteindre le même objectif. Autant vous dire qu'avec 2 260 euros, je ne connais pas beaucoup d'investisseurs qui iraient investir sur les marchés financiers, ou s'exposer sur les marchés. Donc forcément, on réduit la voilure, donc forcément, le résultat final est moins important. Si je commence jeune, je peux prendre beaucoup plus de risques. J'ai pas peur de la volatilité. Plus j'attends, plus je vais être prudent, ce qui est normal, et plus derrière, ça va être compliqué d'atteindre ce que je souhaite. Autre chose, règle très simple, mécanique générale, importante à savoir, surtout lorsque je débute, c'est la différence entre coût d'un crédit et rendement d'une épargne. Imaginons Martin qui se pose la question sur acheter cash une maison ou ne pas acheter cash une maison et placer de l'argent en parallèle. Donc imaginons qu'il ait 200 000 euros sur son compte et qu'il puisse s'endetter en parallèle. Voilà. Donc je pose le scénario, il a 200 000 euros sur son compte, il a la possibilité de s'endetter. Dans un cas de figure, il se dit, ouais, non, moi le crédit ça m'intéresse pas, et puis j'ai envie d'acheter mon appart, hop, j'achète mon appart de 100 000 euros, au moins j'ai pas d'intérêt à payer. Deuxième cas de figure, il est un peu plus smart, il se dit, ok, je vais peut-être placer cet argent. Mon conseiller financier, il m'a proposé sur 20 ans du 5%, ça a l'air pas mal. En plus, il n'y a pas trop de volatilité. Et je vais m'endetter, parce que je peux quand même m'endetter, je vais acheter mon appartement. Qu'est-ce qui se passe? D'un côté, il y a le Martin numéro 1 qui a acheté son appart, et au bout de 20 ans, il a toujours son appart, peut-être qu'il vaut un petit peu plus cher. Et scénario B, donc le Martin numéro 2,
Lui aussi, il a son appart qu'il a acheté à crédit. Au bout de 20 ans, bah, il a toujours cet appartement. Par contre, il a une somme d'argent en parallèle. Et il a non pas 200 000 euros, mais il a 530 000 euros. C'est-à-dire que son argent qu'il a placé à 5% sur 20 ans s'est fortement valorisé. Et chose importante à savoir, dans un crédit immobilier, les intérêts se décomposent, tandis que lorsque j'investis mon argent, les intérêts se composent. J'ai la mécanique des intérêts composés lorsque j'investis, et c'est pour ça que ça va beaucoup plus vite, tandis que lorsque j'emprunte, je paye de moins en moins d'intérêts. D'où le delta qu'il y a entre s'endetter sur 20 ans à 5% de 200 000 euros et investir ces 200 000 euros. Donc, tout ça pour dire que dans 90% des cas, il est important de limiter, voire de ne pas utiliser l'apport ou d'acheter cash lors d'un achat immobilier, parce que le placer en parallèle est très beaucoup plus rémunérateur lorsque c'est bien fait. C'est sûr, si on laisse l'argent dormir sur un compte courant, peut-être mieux acheter cash, on est d'accord. Je passe, un peu complexe pour aujourd'hui. Et dernière chose, sachez que le crédit immobilier, on a l'assurance décès, invalidité. Donc si je m'endette sur 20 ou 25 ans, en termes de prévoyance pour mes descendants, si jamais il m'arrive quelque chose, ben, ma mensualité, enfin, le prêt qui m'est destiné est entièrement payé par l'assurance. Donc on s'endette autant que possible. J'ai des clients qui sont même endettés sur 35 ans, des clients qui sont endettés à plus de 70%. Alors derrière, il faut qu'il y ait un reste à vivre, hein, on est bien d'accord. Mais en tout cas, quand vous regardez les gros patrimoines, l'endettement, c'est quelque chose qui est utilisé autant que possible parce que c'est un effet de levier incroyable. Il ne faut pas être surendetté, bien évidemment, hein. L'idée, c'est pas de ne plus pouvoir payer ses traites, mais le crédit, lorsque c'est bien utilisé, toujours pareil, c'est un magnifique vecteur de gestion patrimoniale. Et lorsque je démarre dans l'investissement ou lorsque je mets un pied dans cet écosystème-là, il faut l'avoir à l'esprit. Est-ce que pour l'instant ça va avant que je passe à la solution dite premium, que peut-être vous connaissez, mais qu'on verra un petit peu plus en détail? Tout va bien? Pouce? Allez, super. Donc le produit structuré. Est-ce que vous connaissez le produit structuré? Est-ce que vous avez déjà entendu parler? Il y a un certain Kevin qui m'avait expliqué, mais je veux bien qu'il me le rappelle. Ah, super. On a au sein du cabinet, on a même une spécialité maintenant dans le produit structuré parce qu'on fait ce qu'on appelle des produits structurés dédiés et on développe nous-mêmes nos propres produits structurés pour le compte de nos clients, sachant qu'on peut faire absolument tout ce qui est possible et imaginable avec du produit structuré. On peut avoir du capital garanti, on peut avoir des coupons, donc c'est-à-dire une somme qui est distribuée tous les trimestres ou tous les ans de manière garantie, on sait exactement ce qu'on a. On peut avoir des produits semi-garantis, mais avec des coupons beaucoup plus intéressants. Et le produit structuré, c'est un produit financier complexe en soi, je vais essayer d'être très simple, mais redoutablement efficace lorsque c'est bien utilisé. Autrefois, réservé aux clientèles plutôt fortunées en gestion de fortune, ça se démocratise beaucoup depuis quelques années, notamment par des réseaux de gestion de patrimoine, notamment par des cabinets comme le nôtre, notamment par les banques, même si attention, hein, les produits structurés bancaires sont très chargés en frais, et qui dit frais dit piètre performance. Donc il faut être vigilant à beaucoup de choses. Alors, un produit structuré. Pour ceux qui connaissent ou pour ceux qui ne connaissent pas, on va reprendre les bases. C'est un produit qu'on peut mettre dans une allocation financière. Donc on peut le mettre très souvent dans une assurance vie ou dans un plan épargne retraite, éventuellement dans un compte titre, personne physique, personne morale, et dans une moindre mesure dans un plan épargne action. Le PEA n'est pas forcément adapté pour un produit structuré. Dans le PEA, on va plutôt viser une allocation titre vif, donc action en direct et éventuellement ETF. Euh, donc là, typiquement, le produit présenté, c'est entre 1 et 10 ans. On a un sous-jacent, donc c'est-à-dire que ça suit un sous-jacent que je vous présenterai juste après. On démarre le 4 août 2025. L'objectif de rendement est de 10% par an, donc on a tous les ans des coupons de 10%. On peut aller beaucoup plus en fonction de la solution. On peut monter à 13, 14, 15, 16, 17%. Bien évidemment, ça diminue le seuil de protection du capital. Donc là, j'ai pris une solution standard qui fonctionne très bien. Tous les ans, donc tous les jours à partir de la première année, si le sous-jacent
Donc le sous-jacent, c'est ça. Donc c'est 20 sociétés qui sont sélectionnées spécialement pour le produit structuré. Si le sous-jacent passe au-dessus de zéro, voire même est en négatif au-dessus du seuil de remboursement anticipé, je récupère mon capital initial, plus les coupons. Et vous verrez des exemples juste après. J'ai un seuil de récupération jusqu'à moins 36%. C'est-à-dire qu'en bout de chaîne, au bout des 10 ans, même si je suis à moins 30%, je récupère mon capital et je récupère tous les coupons qui s'additionnent. Pour que je commence à perdre de l'argent, donc c'est-à-dire pour que j'accuse la perte, il faudrait qu'au bout des 10 ans, mon sous-jacent n'ait pas été une seule fois en positif et que je sois au bout des 10 ans en dessous des 50%. Vous allez comprendre. Donc je répète, chaque jour ouvré au bout d'un an, si la performance du sous-jacent depuis le lancement est supérieure ou égale au seuil de remboursement dégressif, le produit est automatiquement remboursé par anticipation. En cas de remboursement anticipé, l'investisseur reçoit l'intégralité de son capital initial, majoré ici dans l'exemple d'un gain de 10% par an, et au prorata de jours écoulés. En l'absence de remboursement anticipé, scénario très défavorable, l'investisseur récupère l'intégralité des gains jusqu'à une baisse du sous-jacent de 36%, sachant que le capital ici est protégé jusqu'à 50%. Pour des profils plus offensifs, qu'est-ce qu'on fait? On vient remonter la barrière de protection, donc mécaniquement, ça augmente les rendements. Pour des profils plus prudents, on peut baisser la barrière de protection jusqu'à 100%, donc on peut protéger intégralement le capital, et on peut même protéger ce qui est distribué. Bien évidemment, si j'ai une protection entière du capital et si j'ai des coupons qui sont intégralement protégés, on ne va pas avoir des coupons de 10%. On est plutôt aux alentours des 3 à 4%, mais ça peut correspondre en fonction de certaines stratégies. Donc le seuil de rappel anticipé dégressif, ça veut dire que tous les ans, j'ai une dégressivité, ici dans l'exemple, de 4% par an. Donc c'est-à-dire que si mon sous-jacent en année 4, il est à moins 7, eh bien je récupère mon capital plus les coupons qui sont additionnés. Si je suis en année 9 à moins 27, malgré le fait que je sois très en territoire très négatif, je récupère mon capital plus mes coupons. Je vais vous montrer le sous-jacent avant de vous montrer les différents scénarios. Donc le sous-jacent, c'est celui-là. Très important de prendre un sous-jacent solide. C'est comme lorsque vous faites une allocation financière. Pour ceux qui ont déjà investi ou qui souhaitent investir dans les produits financiers, qu'est-ce que je respecte comme règle de bonne pratique? Bah, déjà, la première, c'est la diversification. Donc là, on vérifie qu'on est bien diversifié. La deuxième, c'est le long terme. Et le troisième, dans la mesure du possible, c'est lorsque je suis sur quelque chose de très volatile, c'est de faire des versements programmés. Ici, on respecte la règle numéro un, c'est la règle de diversification. J'ai une diversification sectorielle de l'indice, technologie, communication, énergie, industrie, matériaux, finances, et une diversification géographique parce que j'ai 10 grandes capitalisations US et 10 plus grandes capitalisations Europe. Voici l'indice, comment est-ce qu'il s'est comporté depuis 2020. Donc, post-Covid, ça a explosé, ça a bien ralenti depuis l'élection de Trump, hein, ça correspond plus ou moins à l'élection de Trump. Et de quoi est composé l'indice? Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut être attentif. Ici, j'ai du Meta, du Amazon, du Tesla, du Apple, du ASML, du Sanofi, du LVMH, du Airbus, du Allianz. Bref, c'est un indice relativement solide pour ceux qui ont déjà travaillé des solutions boursières. Regardez de manière individuelle chaque performance boursière, regardez les ratios financiers. Nous sommes sur des entreprises très solides, sachant qu'on est diversifié. Imaginons qu'un jour la technologie s'écroule, ben derrière, je vais avoir de l'industrie, de la finance, de la consommation discrétionnaire qui va rattraper la chose. Maintenant qu'on a vu l'indice, bah, on va regarder les différents scénarios. On va commencer par le scénario, allez, favorable. Non, défavorable. Donc le scénario défavorable, eh ben, c'est une perte en capital. Au bout des 10 ans, mon sous-jacent, donc vous avez vu les 20 sociétés que compose l'indice, mon sous-jacent pendant 10 ans n'a jamais été une seule fois en positif. Bon, Troisième Guerre mondiale, crise systémique planétaire, 10 ans, vous imaginez, il y a 10 ans, on était en 2015, imaginez que sur une période de 2015 à 2025, mon sous-jacent, composé des 20 plus grosses sociétés occidentales, n'ait pas eu une performance positive. Voici le scénario défavorable, j'accuse la perte au bout des 10 ans. Le scénario médian.
j'ai uniquement le capital qui est remboursé à échéance. Idem, je n'ai pas été une seule fois en positif. Par contre, à la fin des 10 ans, je suis entre moins 36 et moins 50%. Donc, le seuil de protection et le seuil de remboursement. Je suis à moins 45, je récupère mon capital. Bon, entre nous, on a quand même un peu perdu d'argent parce qu'il y a eu l'inflation. Et donc, forcément, bah, j'ai récupéré mon capital, mais ce capital a un petit peu moins de pouvoir d'achat sur le marché si je l'utilise. La voiture a probablement pris de la valeur. Enfin, les voitures valent plus cher. Le scénario favorable à l'échéance. Pareil, pendant 10 ans, ça se passe très mal. Et puis à la fin, hop, je remonte juste au-dessus du seuil de remboursement. Je suis à moins 35%. Là, je récupère 100% du capital et je récupère 10 coupons de 10%, soit 200%. Donc je récupère tout mon capital plus les coupons qui sont additionnés. 10, 10, 10, 10, 10. Pas mal. Mais j'ai eu des sueurs froides, on va éviter ce genre de scénario. Le scénario favorable en cours de vie. En règle générale, ce qui arrive régulièrement, mais le plus régulièrement, c'est le scénario favorable. Donc, scénario favorable en cours de vie. Bon, Trump et Poutine se font la guéguerre, le Pakistan ça va pas trop, ils s'envoient des petites bombinettes, l'Iran déclare la guerre à l'Israël, mais au bout de 5 ans, tout rentre en ordre, les marchés repartent à la hausse, hop, je suis à moins 13%, au-dessus du seuil de rappel anticipé qui est dégressif au fur et à mesure. Et bien là, en année 5 à moins 13%, je récupère mon capital plus mes coupons qui sont additionnés. Tout pas mal. Sachant que là, on est bien descendu, il y a eu un moment où on a eu des belles sueurs. Et enfin, le scénario favorable, entre nous, c'est celui qui arrive le plus régulièrement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on souhaite, nous, en tant que cabinet en gestion de patrimoine, c'est que ce scénario arrive à chaque fois pour pouvoir rouler les investissements et repartir sur des nouvelles solutions. Année 1, l'indice fait plus 20%. J'ai un plafonnement des gains. Ah oui, on ne peut pas toujours gagner. Et j'ai donc 100% du capital plus 10%. Donc je récupère mon capital plus un coupon. Parce qu'on, voilà, le produit, on constate au bout de la première année, on était en positif. Je récupère mon coupon, 10%, plus mon capital. C'est super. On repart sur un nouveau produit structuré et ainsi de suite. Alors attention, sur une base de 100 000 euros, bien évidemment, je n'ai pas 100 000 euros en produits structurés. Je fais une allocation qui est quand même réfléchie, mais on peut monter jusqu'à 50% de produits structurés sans problème. On peut même aller, dans certains cas de figure, jusqu'à 100%, mais il faut que ça réponde à des objectifs particuliers. Par exemple, des produits structurés à capital garanti, à coupon garanti, qui délivrent une performance connue à l'avance. Pour des personnes qui cherchent des revenus complémentaires et qui ont besoin de visibilité, c'est tout à fait adapté. Et enfin, pour finir, parce qu'on fait quand même des petits scénarios, quelles sont les simulations historiques de support donc, pour ce produit structuré? Dans 49% des cas, on ressort en année 1, dans 44% des cas en année 2 et dans 6% des cas en année 3. Il y a une petite stat que j'aime beaucoup, c'est que depuis 2008, donc avec le partenaire avec qui je travaille, dès lors qu'un produit structuré a été composé d'un indice, donc dès que l'indice a été, dès que pardon, le sous-jacent a été un indice, donc plusieurs valeurs ensemble, il n'y a pas eu un cas de figure où le produit structuré n'est pas sorti en positif. Donc dès lors qu'on travaille sur un indice qui est bien ficelé, la sortie au niveau du produit structuré, en tout cas depuis 2008 et le partenaire avec qui je travaille, on n'a aucun cas défavorable sur des milliers de produits structurés. Tout simplement parce que derrière, on a une gestion du risque qui est quand même relativement performante. Je m'arrête là pour le produit structuré. Je m'arrête là pour aujourd'hui, hein. L'idée, c'était juste de mettre un premier pas pour certains au niveau des fondamentaux de l'investissement, sachant que celles et ceux qui sont là, je vous ferai un petit message pour débriefer ensemble de votre situation, voir effectivement déjà s'il y a des questions, voir effectivement si par rapport à votre situation, on peut justement réfléchir ensemble à des stratégies financières, immobilières ou patrimoniales. Mais est-ce que là, tout de suite, il y a une question en particulier qui vous vient, que ce soit par rapport à la solution présentée, par rapport à la gestion de patrimoine, par rapport à l'étude patrimoniale? C'est le moment. S'il y a une ou deux questions, je les prends. Est-ce que vous avez mis un message dans le chat? Tac.
Et ouais, c'est que j'ai été clair. Non, non, c'est très clair. Euh, ouais, juste tu pourrais revenir sur les frais. Oui, Euh, sur les frais, parce que tu as parlé à un moment donné de manière très brève, et c'est un truc que depuis qu'on a échangé, bah, bien sûr, je me suis fait, comme tu peux l'imaginer, harceler de demandes. Dès que les gens savent qu'on a du patrimoine, ils te proposent. Il y a plein de gens qui sont gestionnaires du patrimoine comme toi, plus jeunes, plus vieux, plus ce que tu veux, sans clients avec des clients. Bon, tu as quand même ton expérience avec des clients. Et pour revenir sur la notion des frais de gestion, tu as dit oui, que notamment dans les investissements financiers, mais on pourrait aussi parler des investissements immobiliers et autres, il y a les frais d'entrée, frais de gestion, frais de sortie. oui. Là, pour donner un cas concret, par exemple, j'ai reçu un contrat où il y avait des frais de gestion qui me paraissaient extrêmement élevés, ou des frais de transaction, par exemple, on me proposait des virements qui avaient l'air avec des frais très faibles à l'entrée et à la sortie. Mais par contre, à chaque virement que je faisais, je voulais faire plutôt des virements programmés, ils prenaient 5%. Et je crois que c'est quand même 1 ou 2% normalement, de ce que j'ai connu. Ah, donc, Oui. sur comment en fait on peut éviter les déboires sur ce genre de frais d'entrée, frais de gestion, frais de sortie, et quels seraient à peu près les taux classiques dans le marché? Très bonne question. Et là, je pense que ça va intéresser tout le monde. Et l'idée, c'est d'être totalement transparent. Il faut savoir que j'ai démarré dans ma carrière de gestion de patrimoine avec un réseau où les frais étaient très élevés. Et ça a été une vraie problématique pour moi parce que euh, j'étais plutôt commercial. Et donc, c'est pour ça que je suis devenu totalement indépendant pour pouvoir totalement avoir la structure de frais qui me convient et qui convient aux clients. Retenez ça. Dès lors qu'on a une somme importante à investir, il ne doit pas y avoir de frais d'entrée. Somme importante, ça dépend quand même de pas mal de paramètres parce que ça dépend du travail qu'il y a eu. Mais c'est vrai que dès lors qu'on dépasse 250 000 euros, il n'y a plus de frais d'entrée du tout. Quand c'est entre 100 et 250 000 euros, ça dépend vraiment qui a eu le travail. Mais en général, c'est 1%. Et entre 0 et 100 000 euros, ce qui est accepté, c'est entre 2 et 2,5%. Idem pour les versements programmés. Si c'est juste un contrat où il n'y a pas eu forcément de gros versements, ben nous, en tant que cabinet, on va prendre une petite quote-part sur les versements programmés. C'est entre 2 et 2,5% en moyenne. Parce que c'est comme ça qu'on se rémunère, sauf si on fait de l'honoraire de conseil. L'honoraire de conseil, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'on prend 1% de frais de gestion sur l'enveloppe, mais on gère toute la partie stratégie, toute la partie arbitrage. Donc, en règle générale, il n'y a pas de droit d'entrée quand les montants sont plutôt conséquents. Si les montants sont moins conséquents, ce qui est admis dans la profession, ce sont des droits d'entrée entre 1,5 et 2,5%. Au niveau des frais de gestion, parce qu'il y a une couche supplémentaire, ce qu'on appelle les frais de gestion, l'incompressible assureur, parce que nous, on travaille avec des assureurs en direct, les assureurs prennent un incompressible en moyenne de 0,6%. Donc, c'est-à-dire que lorsque je vais ouvrir un contrat d'assurance vie ou un PEA ou un plan épargne retraite pour mon client, en règle générale, l'assureur prend 0,6. Et nous, derrière, il nous rétrocède 0,4. Donc, c'est-à-dire que la structure de frais est de 1%. Pour le client, ça lui coûte 1. L'assureur garde 0,6 et nous rétrocède 0,4. Donc c'est la moyenne, frais de gestion 1. Sur la partie fonds euros, s'il y a du fonds euro dans ton contrat, on est plutôt aux alentours des 0,9, 0,92. Quand on va au Luxembourg, parce qu'on a beaucoup de clients qui nous demandent des stratégies luxembourgeoises pour notamment une meilleure sécurité, une meilleure protection des actifs, de meilleures possibilités financières, la possibilité de s'expatrier et de récupérer le capital avec la fiscalité du pays. Ce qui est accepté, ce sont des frais de gestion entre 1,2 et 1,3%. Tout ce qui est au-delà, à mes yeux, c'est beaucoup trop. Il y a beaucoup de banques privées qui proposent du 1,5, voire du 2%. Donc typiquement, si tu vois plus de 1,3 sur de l'assurance vie luxembourgeoise, bah, derrière, c'est que tu enrichis euh, énormément le cabinet qui te conseille. Et ensuite, sur les produits financiers classiques, parce que nous, en tant que CGP, ben, on peut être amené à distribuer des solutions d'investissement. Ça peut être des SCPI, ça peut être des FIP, ça peut être... bon, voilà, on a toute une liste de solutions d'investissement qu'on peut distribuer. Là, typiquement, c'est les rétrocessions. Tout doit être indiqué dans ce qu'on appelle un rapport d'adéquation. Donc, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, on a une certaine conformité à respecter. On doit t'envoyer un document d'entrée en relation, une lettre de mission, ton recueil d'informations signé et à jour, et on doit t'envoyer un rapport d'adéquation. Et dans ce rapport d'adéquation, tous les frais
doivent être écrits et mentionnés. On n'a pas le droit de mettre en place une solution financière tant que les frais, tant que tu n'as pas signé ce rapport d'adéquation, pour être totalement transparent sur la chose. Est-ce que ça a répondu à ta question? Oui, tout à fait, ouais, c'est très très clair. Et je vois que enfin, les pratiques que tu dis ont l'air évidentes quand tu les dis comme ça, qu'il y a plein de gens qui font tout et n'importe quoi. C'est pour ça que voilà. Donc oui, faut être vigilant en tant qu'investisseur parce que les frais tuent la performance. Maintenant, attention, je vais vous prendre un exemple. On parle beaucoup des ETF et de la gestion active. Donc pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, lorsque vous avez une enveloppe d'investissement, par exemple, on va reprendre l'assurance vie, ça peut être un compte titre, ça peut être autre chose, mais on va reprendre l'assurance vie. Dans une assurance vie, on peut mettre ce qu'on appelle des unités de compte, donc ce sont des solutions financières. Dans ces unités de compte, on va retrouver des grandes classes d'actifs, de l'immobilier, du private equity, de la dette privée, des obligations, des actions, des produits structurés. Bref, on peut faire une vraie stratégie avec ces unités de compte. Certaines unités de compte nous font également, nous, CGP, des rétrocessions. On gagne également notre vie en fonction des fonds qu'on met en portefeuille. Et à la différence des ETF, où les ETF, bah, il n'y a pas de rémunération pour le CGP qui met ce fonds en portefeuille. Il faut le savoir, donc soyez vigilant quand vous avez une allocation. Il y a certains fonds qui rémunèrent très bien les banques et les CGP, et certains peuvent avoir un biais économique, c'est-à-dire de favoriser un fonds plutôt qu'un autre parce que la rétrocession est plus importante. Bien évidemment, c'est quelque chose auquel il ne faut, en tant que CGP, surtout pas s'attarder. Si on met un fonds en portefeuille, c'est que celui-ci est performant. Et Dieu merci, certains fonds, on est à peu près à 8% des fonds hein, sur la place, c'est pas énorme. Certains fonds surperforment allègrement des ETF. Donc un ETF, c'est une gestion indicielle. Par exemple, on prend les 40 sociétés du CAC 40, il n'y a personne qui gère, on suit juste l'évolution du CAC 40. Donc un ETF CAC 40. Par contre, il y a des fonds. Eh ben, tenez, je vois que vous êtes encore là, je vais vous faire un petit partage. Un des fonds que je mets en portefeuille, c'est un fonds qui est géré par William Higgins. William Higgins, c'est un des meilleurs gérants de fonds en Europe. Et un de ces fonds s'appelle Indépendance Europe Small. Donc c'est un fonds qui est uniquement sur les small caps, donc les petites capitalisations à moins de 10 milliards d'euros. Typiquement, Renault n'est plus considéré comme une small cap. Moins de 10 milliards, mais plutôt entre 500 millions et 2 milliards. Donc typiquement, c'est un marché sur lequel nous, on n'y va pas forcément parce que bah, ce sont des sociétés qui sont peu connues. Typiquement, si je vous cite CAF, Heymans, Elopak, vous ne les connaissez pas forcément. Voici la performance du fonds depuis 2019. Plus 17% de performance annualisée nette, donc net hein, de frais de gestion depuis 2019, avec des années sensationnelles, hein, notamment en plus 48% en 2021. Et là, pour vous montrer en 2024, je vais vous montrer 2024, est-ce que je l'ai? Est-ce que ça me l'affiche? Voilà, on cumule donc performance cumulée depuis un an, 31%. Et quand je vais sur un indice Eurostock Europe Small, je suis à plus 9,5%. Donc tout ça pour vous dire que il faut être assez vigilant par rapport à la structure de frais, mais c'est pas parce qu'il y a des frais, parce que ce fonds-là, quand on met en portefeuille, nous, on est également rémunéré dessus. C'est pas parce qu'on a des coûts que derrière, c'est mauvais pour le client. Attention, hein, faut être vigilant là-dessus. C'est pas parce que ça coûte de l'argent que le client final n'en profite pas, mais il faut être très sélectif et il faut le savoir. Voilà, vous pouvez taper Indépendance, William Higgins, c'est un des fonds que je mets en portefeuille, notamment au niveau des versements programmés, parce qu'en général, j'expose mes investisseurs sur le marché financier sur du versement programmé. Donc, quand vous mettez une somme tous les mois sur des gros versements, donc des versements initiaux, des sommes plus conséquentes, là, l'idée, c'est d'avoir une volatilité peut-être plus maîtrisée. Et donc, on va éviter les actions cotées parce qu'on sait que c'est très volatile. On va plutôt aller notamment sur des produits structurés, sur de la dette privée, sur du private equity, donc ce qu'on appelle le non coté où là, on va avoir une volatilité maîtrisée et en termes de suivi client et en termes de ressenti pour vous en tant qu'investisseur, il vaut mieux avoir du 5 tous les ans avec une volatilité faible plutôt qu'avoir une année à 12, une année à -3. Peut-être sur le long terme, vous avez des meilleures performances, mais émotionnellement, c'est plus difficile à gérer. Après, on s'adapte en fonction de chacun.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur un sujet que vous souhaitiez aborder? Je vous enverrai le replay si vous voulez, parce que si vous souhaitez partager nos échanges. Non. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Vous pouvez me contacter par mail ou par WhatsApp. Je vous envoie la vidéo de replay directement par mail. Et je vous envoie, alors si vous pouvez déjà le faire pour celles et ceux qui le souhaitent, on peut se prévoir un débrief ensemble. Donc vous m'envoyez un mail avec vos dispos cette semaine ou un WhatsApp. Et quoi qu'il arrive, je reprends contact avec vous pour débriefer ensemble et éventuellement voir si on peut apporter au sein du cabinet, on peut vous apporter des solutions patrimoniales, financières et immobilières. Bah, Oui. merci beaucoup. Avec plaisir. Excellente soirée. Ouais. Bonne soirée. À bientôt.